Cet hommage à Marcel Proust. Merci à tous et bienvenue à l'Institut français d'Israël et en particulier de Tel Aviv. Je vous souhaite la bienvenue pour cet hommage au centenaire de la mort de Marcel Proust. Et je vais demander à notre directeur de l'Institut français, Georges Diener, de nous rejoindre sur scène. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, chers amis, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue également à l'Institut français d'Israël, qui est votre maison, et vous êtes ici en nombre pour témoigner de cette appropriation. Je vous en remercie, j'en suis très fier et très heureux. Merci naturellement à nos deux oratrices de participer à cet événement. Alors je vais prendre mes antisèches pour me présenter. Donc nos deux invités, nos deux intervenants. Mais je souhaite avant remercier également la Maison Kaiser qui nous a offert ces délicieuses madeleines et le Palais d'été qui de même nous a proposé ces arômes absolument exquis et dont la directrice et propriétaire, je crois, je parle sous votre contrôle, est à nos côtés. Madame Rachel Samou. Un grand merci, madame. Alors, je souhaite, comme je l'ai dit, vous présenter très rapidement nos deux intervenantes. Madame Élite Yeshurun est diplômée de l'Université hébraïque de Jérusalem en études de civilisation française et littérature. Elle est sans doute l'une des plus talentueuses traductrices du français vers l'hébreu. Elle a traduit de nombreux ouvrages de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Le temps retrouvé, bien entendu, La prisonnière. Madame, vous avez également été décorée des insignes de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres pour votre contribution à la diffusion de la littérature française en Israël. Alors, je ne sais pas si je vais vous faire l'affront de présenter la deuxième intervenante, Madame Roselyne Derry, qui, j'allais dire, qui nous a quittés. On ne le quittera jamais. Qui a fait un pas de côté et qui intervient maintenant en intervenante extérieure. Et donc, Roselyne, bien sûr, est une figure emblématique du livre français en Israël, du livre en général. Elle a travaillé pendant près de 30 ans à nos côtés. Elle m'a fait l'affront de partir quand je suis arrivé. Merci de revenir. Et Roselyne, tu es aussi une spécialiste de Proust. Tu as fait ton parcours académique autour de Proust, notamment sur le temps et l'espace dans l'œuvre proustienne. Donc nous avons là deux spécialistes de Proust qui nous parler de leur spécialité. Et avant de leur donner la parole, j'invite monsieur l'ambassadeur à nous dire un mot. Je crois que tout a été dit, je ne peux pas ajouter grand-chose. Peut-être la genèse de la rencontre. Nous étions à la résidence et puis la connaissance des Shurun. Et puis on s'est dit, puisque le nouvel ouvrage venait de sortir, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, bien sûr, pour le centenaire de la mort de Marcel Proust.
on s'est retrouvé assez vite, je crois, sur le sujet, puisque voilà, on fait partie de cette catégorie de gens qui ont lu Proust avec passion, d'un bout à l'autre, sauf que toi, tu l'as fait plusieurs fois et moi une. Voilà. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire, et on s'est dit peut-être que ce qui est le plus difficile, mais en même temps le plus intéressant, c'est comment on traduit Proust. Et ça me paraissait presque impossible. Et quand j'ai vu que vous y aviez consacré un temps considérable, je me suis dit, oui, comment est-ce qu'on fait avec des phrases longues, avec tous les temps de la grammaire française, comment on traduit un conditionnel, comment on traduit des subjonctifs imparfaits. En hébreu, je me dis, mais comment il fait ? Et on a commencé en riant sur la première phrase. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Et comment est-ce qu'on reproduit ce jeu de mots, évidemment, de bonheur en un mot et de bonheur en deux mots, chez Proust. Et elle m'a dit, c'est faisable. Voilà. Je suis resté un peu comme ça, un peu étonné, et je me suis dit, voilà, il faut qu'on fasse une séance sur la langue de Proust, mais pas comme un hommage, comme il y en a 50 en France aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on passe d'une langue à l'autre, quand la langue de départ, c'est celle de Proust, et je pense qu'on va avoir quelque chose de tout à fait passionnant par la plus grande spécialiste, et peut-être l'unique spécialiste de cette traduction de Proust en hébreu. Alors, je suis très content qu'on fasse salle comble sur un sujet comme ça, je dois dire. Et j'en félicite évidemment l'Institut français. Je vous félicite tous et toutes. Et très sincèrement, je suis très ému qu'un tel sujet puisse réunir autant de personnes. C'est un vrai bonheur pour moi. Voilà, bonne séance à tous. Et à plus tard. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Ambassadeur, merci Georges, et bonjour Édith Echeroun. Merci d'être avec nous. J'avais envie de commencer, nous allons évidemment passer tout de suite au cœur du sujet, mais je voulais commencer par ça. C'est un petit mot que tu as dit lors de la réception, justement, on l'a rappelé tout à l'heure, de la décoration dans l'ordre des arts et lettres en 1919. Tu avais dit ceci. Pardon ? Je vous remercie de la décoration dont vous m'honorez et en laquelle je me plais à voir une autorisation à franchir la frontière sans passeport, sans visa, ni laissez-passer, à me déplacer à mon gré de votre littérature à la mienne, des merveilles de votre langue à celle de la mienne. Le frisson qu'accompagne ce passage, sensation intime que connaît tout traducteur, est celui du contrebandier, quand les frontières se brouillent, quand l'interdit devient licite. Cette transgression absolue est sans doute la seule issue qui permette de s'adonner au trafic de cette drogue nommée Marcel Proust. Contrairement à bien d'autres écrivains qui pourraient se contenter d'un wagon ordinaire, il y en a pour lesquels il faut affréter une voie à part, bâtir une cathédrale à part dans l'hébreu. La littérature, la grande, telle que je la conçois, est faite de la chair de la langue. Quand on traduit, on est appelé à pratiquer une intervention chirurgicale, à amputer une partie du corps vivant originel et à l'implanter dans le corps étranger. Voilà la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés et d'où naissent les grandes questions de la traduction. Donc je pense que c'est déjà D'abord, c'est un texte magnifique que j'avais gardé d'ailleurs et que j'ai retrouvé. Et c'est une très belle occasion. Comme l'a dit notre ambassadeur, en fait, c'est une très très belle occasion de parler de Proust, bien sûr,
de parler de cette œuvre immense, de cette cathédrale, comme on le dit, comme vous étadiez, cette recherche du temps perdu, ces 7 livres. Et aussi, donc c'est le centenaire de la disparition de Marcel Proust, exactement aujourd'hui, le 18 novembre 1922, l'Institut Bravo, vous avez fait ça. Et c'est aussi... C'était le samedi. Comment? C'était le samedi, le vendredi, et il est mort le samedi. Oui, voilà, mais comme on ne peut pas faire le samedi, on l'a fait le vendredi. Voilà la différence aussi avec l'hébreu. Et donc, également célébrer en fait la parution de La prisonnière en hébreu aux éditions Akibutz Améophane. Donc voilà, tout ça, c'était de bonnes occasions de base pour pouvoir parler de Proust et parler également de la traduction. Et j'ai envie, Élite, si tu en es d'accord, qu'on mette tout le monde dans le cœur du sujet et qu'on se lise un extrait. Écoutez bien le français et écoutez bien l'hébreu. Et ensuite, nous allons discuter, si tu le veux bien, de ce parcours tout à fait hors du commun, le tien. D'accord? Donc on a choisi un extrait de La prisonnière, puisque c'est celui qui vient d'être traduit. C'est un extrait très très beau. Vous connaissez un tout petit peu, vous vous souvenez un peu? La prisonnière, c'est Albertine, qui est... Pourquoi prisonnière? Parce qu'elle est retenue par cet amour avec le narrateur. Il la retient parce qu'il est jaloux et il a très peur, 1, qu'elle disparaisse, 2, qu'elle le trompe. Tout ce livre est peut-être le livre le plus décrit en huis clos de la recherche entre ces 2 personnages. Et ce moment est un moment d'apaisement pour le narrateur qui nous raconte les affres de la jeunesse. Quelquefois, en effet, quand je me levais pour aller chercher un livre dans le cabinet de mon père, mon ami m'ayant demandé la permission de s'étendre pendant ce temps-là, était si fatigué par la longue randonnée du matin et de l'après-midi au grand air, que même si je n'étais restée qu'un instant hors de ma chambre, en y rentrant, je trouvais Albertine endormie et ne la réveillais pas. Étendue de la tête aux pieds sur mon lit, dans une attitude naturelle qu'on aurait pu inventer, je lui trouvais l'air d'une longue tige en fleurs qu'on aurait déposée là. Et c'était ainsi, en effet, le pouvoir de rêver que je n'avais qu'en son absence. Je le retrouvais à ces instants près d'elle, comme si en dormant, elle était devenue une plante. Par là, son sommeil réalisait dans une certaine mesure la possibilité de l'amour. Seule, je pouvais penser à elle, mais elle me manquait, je ne la possédais pas. Présente, je lui parlais, mais était trop absent de moi-même pour pouvoir penser. Quand elle dormait, je n'avais plus à parler. Je savais que je n'étais plus regardée par elle. Je n'avais plus besoin de vivre à la surface de moi-même. En fermant les yeux, en perdant la conscience, Albertine avait dépouillé l'un après l'autre ces différents caractères d'humanité qui m'avaient déçue le jour où j'avais fait sa connaissance. Elle n'était plus animée que de la vie inconsciente des végétaux, des arbres, vie plus différente de la mienne, plus étrange, et qui cependant m'appartenait davantage. Son moi ne s'échappait pas à tous les moments, comme quand nous cautions, par les issues de la pensée inavouée et du regard. Elle avait rappelé à soi tout ce qui d'elle était en dehors. Elle s'était réfugiée, enclose, résumée dans son corps. En la tenant sur mon regard, dans mes mains, j'avais cette impression de la posséder tout entière que je n'avais pas quand elle était réveillée. Sa vie m'était soumise, exhalait vers moi son léger souffle. J'écoutais cette murmurante émanation mystérieuse, douce comme un zéphyr marin, féerique comme ce clair de lune qui était son sommeil. Tant qu'il persistait, je pouvais rêver à elle et pourtant la regarder.
Et quand ce sommeil devenait plus profond, la toucher, l'embrasser. Ce que j'éprouvais alors, c'était un amour devant quelque chose d'aussi pur, d'aussi immatériel, d'aussi mystérieux que si j'avais été devant les créatures inanimées que sont les beautés de la nature. En effet, dès qu'elle dormait un peu profondément, elle cessait d'être seulement la plante qu'elle avait été son sommeil, au bord duquel je rêvais avec une fraîche volupté dont je ne me fusse jamais lassée et que j'eusse pu goûter indéfiniment. C'était pour moi tout un paysage. Son sommeil mettait à mes côtés quelque chose d'aussi calme, d'aussi sensuellement délicieux que ces nuits de pleine lune dans la baie de Balbec, devenue douce comme un lac, où les branches se couchaient à peine, où étendues sur le sable, l'on écouterait sans fin se briser le reflux. Et vite, écoutez bien, c'est bon. לפעמים, מקומי לקחת ספר מקבינט העבודה של אבי, חברתי, שאותו זמן ביקשה רשות להסתרע, הייתה כה עייפה משטוטי הבוקר ואחר הצהריים, באוויר הפתוח. עד שגענו לרגע שהייתי מחוץ לחדרי, בצעתי הישנה בהיכנסי, ולא הערתי. שרועה על מיטתי מלוא אורכה, בתנוחה כה טבעית, שלא היה אפשר להמציא, נראתה כגבעול ארוך מלבלב שהונח שם. וכך אכן היה. את יכולתי לחלום שהתקיימה רק בהיעדרה, שבתי ומצאתי באותם רגעים בידה, כאילו בהירתמה הפכה לשתיל. מכאן שבמובן מה מימשה התנומה שלה את אפשרות האהבה. בגפי יכולתי להרהר בה, אך חסרתי אותה, היא לא הייתה בבעלותי. בהיותה נוכחת הייתי מדבר אליה, אך נעדרתי כליל מתוך עצמי מפני שאוכל להרהר. כאשר ישנה, שוב לא היה עליי לדבר, ידעתי כי איני מובט על ידה. שוב לא נדרשתי לחיות רק על פני השטח של עצמי. בעוצמה את עיניה, ועבדה את ההכרה, התנשלה על ברתים בזו אחר זו מתכונותיה האנושיות שהכזבו אותי מיום הכירי אותה. שוב לא חשו בה, אלא חיים לא מודעים של צמחים, עצים שונים, לחיי שלי, יותר מוזרים ועם זאת יותר שייכים לי. האני שלה, שלא כמו בשעה שהיינו משוחחים, לא חמק בכל רגע, מבעד לפתחי היציאה של המחשבה הלא מודעת ושל המבט. היא אספה אליה את כל מה שהיה שייך לה ומחוצה לה. היא נמלטה, מסוכמת בתוך גופה. נאחזים בה בעיניים, בידיים, דימיתי שיש לי בעלות על כל כולם, שלא הייתה לי בעודה ערה. חייה היו כפופים לי, נשבו אליי את משאבם הקל. הקשבתי למגבול ההצלה המסתורית הזאת, הנעימה כרוח ים חמישי, האגדית באור ירח, שהייתה התנומה שלה. כל עוד נמשכה, יכולתי לחלום עליה, ועם זאת להביט בה, ובשניותה תנומה תרדמה לגעת לנשק. מה שחוויתי אז הייתה אהבה נוכח משהו כה טהור, כה על-חומרי, כה מסתורי, כאילו שהייתי לנוכח בריות נטולות רוח חיים, שהן יפעות הטבע. ואומנם, מיד כשנרדמה עמוק יותר, חדלה מהיות רק אותו שתיל שהייתה, התרדמה שלה, שעל שפתה חלמתי ביחמנות רעננה, שאף פעם לא נלאיתי ויכולתי להתענג לאינסוף, הייתה לדידי נוף שלם. התרדמה שלה בצידי הניחה איזה דבר כה רוגע, כה חושני וענוג, כמו לדעות אור הירח במפרץ בעדק, שנעשה שוקט כאדם, ענפיו כמעט לא יזור. שם שרוע על החוף, מקשיב בלי סוף לגל הנשבר.
Edith, ce qui nous intéresse, en tout cas moi ce qui m'intéresse, ce qui me pose vraiment de questions, un peu ce qu'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, comment, qu'est-ce qui déclenche cette idée, cette décision en fait, de traduire une œuvre aussi énorme. Donc j'aimerais qu'on revienne un peu au début de ton parcours. On voit avec toi comment ça a commencé et qu'est-ce qui peut se passer pour arriver à se trouver devant ce texte et décider de le traduire, de le transmettre, de l'offrir au peuple qui parle ta langue maternelle. Comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé comme chaque... La première publication a été le premier livre a été traduit 1912, c'est ça. C'était donc le premier, hein, je crois. Ouais. Le premier. Peut-être chez soi. Ça a commencé par une façon très personnelle où j'ai voulu aider à surmonter un problème de famille. C'est-à-dire que j'étais en compagnie de mes parents qui allaient Séténion et il y avait un moment très doux de fraternité qui était assez rare entre eux. Et je me suis, en sortant de chez eux, je me suis dit, voilà un moment que je voudrais retenir. C'est-à-dire, j'ai fait juste le trajet de vers à Proust. C'était pas un souvenir, une mémoire qui est venu après, mais c'était quand ça s'est passé, le moment même, je me suis dit, il faut absolument que je retienne cette scène. Et c'était pour moi comme la scène de la Madeleine, quoi. Parce que je savais que comme c'était rare et comme ça allait se finissant. Alors, voilà. Alors, j'ai voulu comprendre plus, enfin, à fond, ce que j'ai senti à ce moment-là. C'était la guerre du Golfe. On était tous confinés. Et c'est là où je me suis... J'ai commencé à traduire les livres. Enfin, longtemps, je me suis... Et voilà, alors c'était ça ma Madeleine. Avant Proust, tu as traduit Beckett. Tu as traduit Beckett. Que j'adorais, que j'aime. Et il faut rappeler quand même, parce que peut-être tout le monde ne le sait pas, mais il faut quand même rappeler qui étaient les parents, qui est le père d'Édith Échaud. Et là, je me suis posé une grande question. Avot Yeshurun, un des plus grands poètes de langue hébraïque, donc c'est ton père. Donc tu as grandi dans une atmosphère de poésie, de mots, de langue, puisqu'il y avait un mélange de langues. Et si tu veux bien, j'ai voulu préparer cette rencontre. C'est la première fois, bien que nous nous connaissons depuis très longtemps, mais c'est la première fois que j'ai eu envie d'aller creuser du côté de ton père. Parce qu'il ne peut pas y avoir de hasard. On ne peut pas arriver à Proust et même à Beckett. Ce qu'il jugeait d'ailleurs complètement aberrant. Il y avait un passage dans la faille séro-africaine qui recueille un certain nombre de poèmes d'Avot Yeshurun, mais également des entretiens qu'il a pu donner sur sa poésie et sur sa vie. Et il s'étonne que comment peut-on mettre son talent d'écrivain dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle? Oui. Et pourquoi? Parce que lui-même, en fait, lui-même ne s'en sortait pas avec son hébreu nouveau qu'il fallait utiliser, qu'il avait décidé d'utiliser envers et contre tout, et c'est Yiddish qui poussait derrière. C'est lui-même qui a quitté sa langue maternelle. Exactement. Donc je me permets de lire ce tout petit morceau qui est magnifique en fait, comme toute l'œuvre d'Avot Yeshurun, bien sûr. Et
on lui pose la question, c'est lors d'un entretien, on lui pose une question sur la langue, justement. Et il répond, « Je me suis affranchi en effet des contraintes d'une forme imposée qui ne m'était pas naturelle et ne me convenait pas, au point de devenir un obstacle. » On parle de poésie et on parle du fait que dans les années 60, la poésie s'est libérée en fait du vers et s'est autorisée à passer à la prose. Donc il répond à ça et il dit qu'il a effectivement pris ce chemin qui lui plaisait beaucoup. D'autre part, il m'a toujours manqué ce qui manque à tous ceux qui trahissent leur langue maternelle pour écrire dans une autre langue, surtout quand il s'agit de poésie. Tout cela, leur langue maternelle les poursuivra de sa vengeance jusqu'à leur mort. Et s'ils croient pouvoir y échapper et édifier une œuvre coupée du cordon ombilical, eh bien, ils se trompent. Je ne comprends pas Samuel Beckett, qui a délaissé sa langue d'origine pour une langue étrangère. C'est génial, parce qu'en plus, il a commencé avec Beckett. Quand tu parles une langue, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Quand tu t'assois, quand tu marches, quand tu te couches, quand tu te lèves, avec tes pieds et avec tes chaussettes. Ma langue natale, c'est le yiddish. Dans ma petite ville, il y avait un seul homme, un certain Shlomo Leivish, qui une fois par semaine, de la veille du Shabbat jusqu'à sa clôture, parlait la langue sainte. On peut se demander si les Irlandais n'auraient pas par hasard leur propre Shlomo Leivish. Et donc, du coup, il parle beaucoup de la langue, il y a beaucoup d'autres morceaux sur la langue, mais du coup, je me suis dit, toi, tu as décidé, non pas d'écrire, enfin, du moins je ne suis pas au courant peut-être. Mais si, il a recueil de la poésie, il dit la Non, arrête. Oui, bah, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais tu as décidé de traduire. Et en effet, tu as commencé avec Beckett. Donc moi, ça m'a fait un peu... Donc avec la trilogie de Beckett. Et est-ce que tu penses... Tu as traduit Beckett en quelle année? Ton père était encore... tes parents étaient encore là. C'était la première chose dans les années 80, non? C'est ça. Non, 60. Comment tu as choisi Beckett? 70. J'ai traduit Beckett parce que c'était mon grand amour, parce que j'ai lu Beckett la première fois, donc première lecture, c'était quand j'ai fait 3 semaines de service militaire de Tirano. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était une erreur, enfin, c'est ce que j'ai lu. Et j'ai lu Molloy. Ouais, en courant autour de la baraque. Et voilà, et après, j'ai traduit Beckett, c'était pour moi naturel, parce que Beckett, le français de Beckett, c'était prétentieux de le dire, mais c'était la langue que j'entendais ou que j'entends avant de m'endormir. C'était le rythme de Beckett, la musique de Beckett est tout à fait intime pour moi. Voilà. Et c'est par Beckett, effectivement, que parce que j'ai lu aussi le texte de Beckett sur Proust. Je suis arrivée à Proust à l'âge de 24 ans, quand j'étais à Paris. Je lisais Proust, et voilà, et ça m'a parlé, en fait, c'était pour moi une sorte de réponse que je ne voulais pas entendre, mais de réponse à des problèmes personnels, toujours personnels, et que j'avais à l'époque. C'est-à-dire que j'ai lu la première fois j'ai lu L'amour des soins, après Combray, L'amour des soins, et pour moi c'était vraiment éblouissant. Je me suis dit, il faut absolument que je tire des conclusions pour ma vie personnelle. Et je n'avais pas le courage de le faire, mais c'était ça. Ce que tu dis est très intéressant parce que quand on regarde les interviews ou bien les propos ou les préfaces différents des grands traducteurs de Proust, d'autres langues en fait, c'est ce qui revient souvent. Et je pense c'est l'occasion de faire une toute petite parenthèse à Boris Zelensky,
c'est-à-dire le traducteur du polonais, grand traducteur du polonais, en polonais, pardon, pas du polonais, mais en polonais, pardon. Cet immense traducteur qui avait traduit toute la recherche. Pas toutes. Si. Il avait traduit toute la recherche entre 32 et 36, je crois, et 1932 et 1936. Et puis, tout n'avait pas été publié. C'est pour ça qu'ensuite, il y a eu quelqu'un d'autre, je ne sais plus son nom, qui a effectivement retraduit les 2 derniers tomes. Tout n'avait pas été publié. Vous savez, Tadeusz Boyzynski, en fait, a été assassiné par les nazis en 1941 avec tous les professeurs de l'université de Lviv, en Ukraine. Et il écrivait, donc quand on se penche en fait sur ses écrits, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on ne peut pas traduire un auteur si on n'a pas quelque chose d'intime avec lui. Sinon, c'est une traduction plate, morte. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Et du coup, quel est ce lien intime? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut approfondir un petit peu? Est-ce que c'est la phrase de Proust? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est la mémoire? Je crois que c'est tout. Je crois que dans ce sens-là, Proust, c'est la poétique de Proust et la poétique de la poésie. On ne peut pas diviser entre sens et son. Et ça fait un tout. Et en traduisant aussi, il faut que j'aille à la signification, mais par le rythme, par la musique, par les sons. Et finalement, je me trouve traduisant à la lettre presque. J'arrive finalement, il y a évidemment les paragraphes qui deviennent plus petits après avec la phrase. Et dans la phrase, la lettre, le son de chaque mot. Alors, c'est pour ça que ça peut être Est-ce qu'en hébreu, vous le savez, vous avez tous lu quelque chose de Proust, même tout petit, vous le savez, il nous fait des phrases qui peuvent durer une page. Et encore, c'est bien, pour une page, c'est bien, ça peut durer beaucoup plus. Donc on se demande, justement, cette question-là, elle est cruciale dans une traduction. Les Japonais, par exemple, la traduction en japonais, par exemple, ne garde pas la longueur de la phrase. Ça ne marche pas. Non. Ils font des paragraphes. Ils sont obligés de faire des paragraphes. Mais parce que c'est la langue japonaise qui oblige à ça. Est-ce qu'on n'est pas... Alors oui, alors c'est la question que je pose. Comment tu fais? L'hébreu est une langue saccadée, courte, et plein soleil, pas d'ombre dans l'hébreu. Il y a les sons qui sont très, très nets, très forts. Et il faut faire une langue ombrageuse. C'est-à-dire finalement ce que j'essaie de faire, c'est écrire le français en hébreu. Je parle français en hébreu. Voilà ce que je fais. C'est magnifique. J'essaie de... Edith, pour nous faire plaisir, et puisque notre ambassadeur l'a décidé tout à l'heure, dis-nous alors, longtemps je me suis couchée, le bonheur ça devient quoi? Oh, c'était un scandale faux. Comment? C'était un scandale faux. Moi j'ai traduit Shanim, Shachaf, Telishon, Bishar, pour faire entendre les du soleil. Oh, longtemps en hébreu, si j'ai traduisé mot à mot, alors c'est Zman Rav. Zman Rav, ça fait 2 syllabes. Zman Rav. Ah oui, c'est dur. Ça vous aime. c'est dur. Alors j'ai traduit Shanim, Shachaf, Telishon, très long, comme ça, pour accompagner le soleil. Et là, il y avait 2 ou 3 critiques qui faisaient tout un scandale. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle va faire à la fin, quand le mot temps sera le dernier mot de la recherche? Alors, il faut commencer par temps et terminer par temps, et pas Shanim. C'était tout un truc. Comment j'ai... Enfin, bref.
Oui, non, justement, c'est ça qui est intéressant. J'ai préféré l'expérience intime du sommeil, du silence, du chut, que l'enfant entend par ce rêve, le chut, que chacun de nous a entendu étant enfant, que de faire ça. Alors je me pose la question aussi, parce que je me dis, je crois que c'est Paul Ricoeur qui dit ça dans son livre, que je vous conseille vraiment à tous de lire parce qu'il est tellement passionnant sur la traduction. Et alors, il me semble qu'il dit à un moment donné, lui et d'autres d'ailleurs, hein, il ne peut pas y avoir, on a une traduction ou belle ou fidèle, mais pas les deux. Qu'est-ce que tu entends? Italien, traduttore et traditore. C'est ça, exactement. Bon, oui, c'est très joli, c'est beau à dire, c'est pas vrai. Alors dis-moi. C'est chouette. On traduit de toute façon du moment qu'on traduit, du moment qu'on met un mot, une phrase de sa tête à la feuille, on est déjà on trahit déjà. Déjà, c'est la question de mettre en mots ce qu'on pense. Déjà, entre la pensée et littérale, c'est puissant de trahison. Alors allons-y. C'est beau à dire, mais je crois que, évidemment, j'étais fidèle à Proust. Pourtant, on peut l'être. Mais j'ai fait venir en hébreu quand même. J'ai amené le lecteur en français et Proust en hébreu. J'ai fait les deux. Les deux échanges, les deux. Je me suis permis très souvent, je me suis permis des choses qu'il ne faut pas le faire. Par exemple, on veut tout savoir. Par exemple, j'ai décidé au tout début, de ne pas faire de Proust un juif sans judaïsme. Ça c'était pas des textes, ni de prière, ni des rabbins, rien, et même pas de la Bible. Vraiment Et du coup, justement dans La prisonnière, je trouve une page, je ne me souviens pas où c'est, où il dit un truc qui était vraiment très bon. Shelo echienu velo kiyamnu. J'aime pas le Shelo echienu velo kiyamnu, c'est-à-dire c'est lui. Donc j'ai pas être fidèle, mais c'est lui qui l'a écrit. Donc ça arrive parfois, mais finalement, je vous laisse avec que Proust reste étranger dans l'hébreu. Que l'hébreu soit hospitalière. C'est ça. Qu'elle accepte, qu'elle fait venir Proust et qu'il parle français. C'est ça. Je crois que la traduction, ce que tu dis, c'est cette question d'hospitalité. En fait, il faut faire ce travail d'hospitalité, c'est-à-dire on reçoit la langue de l'autre, on reçoit l'autre, l'étranger, et tu l'as très très bien dit, Edith. C'est super parce que toi-même, tu te rappelles, tu te retrouves comme étrangère aussi pour pouvoir rentrer. Je regarde une grande traductrice qui est avec nous aussi et qui me dit oui, c'est ça, n'est-ce pas? Grande traductrice de Camus et d'autres. Et c'est vrai que je crois que c'est ça, tu viens de le dire, et ça pour moi c'est vraiment le cœur du traducteur en fait. Et j'aimerais qu'on ait peut-être aussi, j'aimerais que tu me dises encore un ou deux exemples de quelque chose qui a été particulièrement compliqué. Prenons La prisonnière, puisque c'est celui qui vient de sortir. Est-ce qu'il y a des moments sûrement, et est-ce qu'il y a des moments où tu te trouves bloqué face?
Je me souviens un moment. Comment ça se passe finalement, comment ça se passe? C'est-à-dire quand tu as ton texte, tu vas traduire, donc qu'est-ce qui se passe exactement? Par exemple, il y a, chez Proust, il y a ce fait on voit d'abord et la conscience comprend, c'est-à-dire il y a d'abord ce qu'on voit et après ce qu'on croit voir, ce qu'on sait qui existe. C'est par exemple les tableaux d'Elstir par exemple. On voit un paysage et on comprend. Mais il faut écrire d'abord ce qu'on voit et après ce qu'on comprend. Et il y avait au début des jeunes filles en fleurs, je crois, il y avait un moment qui commence, ma mère, qui, oui. Et je me souviens que dans la maison d'édition, là, où c'est ça, il y a Menachem Perry, l'éditeur, qui a dit, mais quoi? Mais tu peux pas faire ma mère? Et puis après, non, c'est pas possible, personne ne lira ça, personne n'achètera le livre, enfin, toute l'histoire. C'était un scandale qui durait jusqu'à minuit, parce qu'il a dit, on ne peut pas mettre une phrase comme ça, ni quand elle a vu, etc., etc. Enfin, c'est une très longue phrase, et où la mère était comme le cœur de l'événement, mais sa place, la place qu'elle tient dans la phrase est bizarre. Parce que la phrase commence par ma mère, et après toute une suite proustienne. Et là, il fallait pas renoncer. Enfin, j'ai insisté. Parce que la mer est vraiment le rocher où tout se heurte. Donc, il y a très souvent, la syntaxe donne non seulement c'est pas la langue, mais la syntaxe change ta façon de voir et ta façon de voir ce qui est important ou pas. C'est l'essentiel de la langue. Mais Menachem Perry t'a arrêté parce qu'il trouvait que ce n'était pas hébreu, c'est ça? Oui, voilà. Parce que la syntaxe est vraie. Alors, il y a la syntaxe, ça que je comprends. Oui, c'est ça, c'est ça. Et le lecteur. Donc, tu as eu des réactions, forcément, pas forcément par des pairs, justement, mais par des gens qui ne sont pas liés à la traduction, à l'écriture, etc. Est-ce que tu as eu, quelle réaction tu as eu? Qu'est-ce que tu as pu, quel témoignage, est-ce que c'est passé chez le lecteur, finalement, israélien? Bien sûr, parce que ça obtient une sorte de naturel. Finalement, la langue est plus naturelle qu'on croit. Et plus malléable. Tu as réussi à la rendre plus malléable. Ça, c'est dans Les Jeunes filles en fleurs et dans La prisonnière, justement. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? C'est plein de dialogues, plein de niveaux de langue. Oui. Et c'était ça le truc difficile, parce que l'hébreu, on n'a pas et on n'aura jamais la langue, l'hébreu aristocrate, ou l'hébreu de toutes les strates sociales. Et alors il fallait l'inventer, mais finalement, tout pour ça, il fallait l'inventer. Parce qu'on n'a pas cette tradition culturelle, littéraire, on n'a pas ça. Pas il y a 100 ans et pas aujourd'hui. C'est comme ça. C'est très plat dans ce sens-là. Donc il fallait créer un site pour Proust. Il fallait inventer. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et garder son naturel. Ça arrive souvent, non? D'essayer pour un traducteur de créer une langue. Hein, Dorit, qui est aussi une grande traductrice avec nous. Je me souviens, une anecdote, il n'est pas là, c'est dommage, mais je me souviens d'un entretien que j'avais lu avec Nir Raskowski, un des grands traducteurs actuels du français vers l'hébreu, qui s'était engagé à traduire le livre de Jonathan Littell, si vous vous rappelez, Les Bienveillants. Et ce livre, en hébreu, décrit en fait l'histoire d'un bourreau nazi
un des pires qu'on puisse avoir. Et donc, il m'avait dit ceci, il m'avait dit, à ce moment-là, c'était il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, 15 ans d'années, je ne sais plus, 12 ans, il venait d'avoir son premier enfant. Donc il me disait, j'étais à mon bureau pour traduire cette langue terrible, qui parlait de choses terribles, de la destruction de son peuple. Et ce petit enfant, ce petit bébé qui venait de naître, qui jouait, qui gazouillait à côté de lui. Et il m'avait dit, mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas. Et exactement ce que tu m'as dit, il a dit qu'il avait inventé, il ne pouvait pas mettre dans la bouche de ce bourreau, de ce nazi, l'hébreu de tous les jours, avec lequel il parlait avec son enfant. C'est pas possible. Donc il a inventé un hébreu pour ça. Et c'est exactement ce que je me dis. Et c'est ça, c'est cette force-là. C'est extraordinaire en fait, ce travail de traduction. Le tien et celui de tous ces grands traducteurs. Alors, je sais qu'on a envie d'avoir encore des exemples encore de la difficulté à traduire en hébreu, c'est vrai. Là déjà tu nous rassures. C'est rassurant quand même, parce que ça veut dire que l'hébreu, on peut en faire quelque chose, c'est déjà pas mal. Mais ce que tu nous dis, on peut trouver. C'est déjà bien. Dorit, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce qu'il y a un paragraphe dans La prisonnière. Oui. Et moi, j'en sais la traduction à la fac à Tel Aviv, traduction littéraire. Oui. Donc, quand le livre est sorti, il y a un paragraphe que j'ai tout de suite amené dans mon cours de traduction, parce que Proust écrit le mot manie. Oui. Proust écrit le mot manie 2 fois dans le même paragraphe pour décrire son obsession, sa jalousie par Albertine. Alors, Madame Yeshurun, là, m'a ébloui, parce que moi je lis les textes en hébreu, et la première fois, elle a traduit le mot manie d'une telle manière, et la deuxième fois, elle a dit mania en hébreu, qui est tout à fait une bonne traduction pour manie. Alors, le mystère, quelle était la traduction du premier mot? Elle a mis le mot dibouk. Alors, pour un lecteur, une lectrice israélienne, lire le mot dibouk, elle voulait bien laisser le judaïsme en dehors du premier volume de Proust, mais là, dans la présidente, elle allait tout au bout. C'est amené Ansky, c'est amené Hannah Robina, c'est amené le théâtre Abima, tout dans le texte de Proust, tandis que dans le deuxième, elle a, ça c'était au début du paragraphe, et à la fin, elle a mis mania. Genre, là, elle met Freud dans le texte. Donc, il y avait Ansky et Freud dans le même. Alors, je termine par ça, et après, j'aimerais bien qu'elle nous parle de ça, parce que je lui ai déjà posé la question comment elle a osé faire ça, et elle a dit, bah, facilement, à mon âge, on peut tout oser. Et en fait, vous savez que dans le cours de traduction à l'université, normalement, on dit aux élèves, si vous traduisez un mot, vous choisissez une première traduction, il faut garder la traduction tout au long du texte. Yeshua Knas, qui est un grand traducteur, qui est mort il y a quelques années, il a dit, pas du tout, vous traduisez comme vous le sentez, comme vous le savez. Alors là, le mot manie, qui est facile à traduire par mania, vous avez mis dibouk, donc toute l'histoire de la tradition juive dans un seul mot. Et là, Proust ne voulait pas le dire, mais toi qui as les mots de bouche, des Proust dans ta bouche, tu voulais le dire. C'est ça justement l'hospitalité. C'est ça l'hospitalité. Oui, voilà. Et c'est ça aussi la fidélité, telle que je la conçois. Ah, ok. Exactement, c'est super. Merci beaucoup. C'est super. Pourquoi tu as choisi ça, le dibouk? Ah oui, oui, Parce c'est que c'était exact. Ah, Tu vois, parce que j'aime l'exactitude. Et à ce moment-là, je ne me souviens pas exactement de la phrase, le mot dibouk, avec le verbe d'évêque, oui, l'adbic, oui. c'est exactement, c'était bien plus fort que manie. Mais le fait qu'il moi, L'indique, ça veut dire coller. Oui, parce que l'indique, ça veut dire coller. Donc, ça veut... alors le fait que moi, lectrice israélienne, quand je vois dibouk, Comment? Que dibouk, ça vient de d'évêque. et le fait qu'un lecteur israélien, il dit, imagine Hannah Robin a tout de suite sur scène, ça. Qui connaît aujourd'hui Hannah Robin? Moi, C'est Bah, une moi grande... aussi, mais Il faut dire qu'il elle n'est sait. pas là pour rester.
faut dire qui c'est, hein, c'est une des plus grandes La grande dame, c'est En tant que grande Dibouk, comédienne israélienne qui a joué effectivement le Dibouk et c'est d'autres. la grande. Voilà. Oui, mais quand même, à part, Rovine, elle est beaucoup plus forte que Rovine. N'est-ce pas? Alors, Comment? Je pense que le traducteur a toutes les libertés. merci Esther. Et que, d'ailleurs, j'ai lu, je me suis donné la peine de lire le premier tome en hébreu, sans aller voir le français, et j'avais l'impression que c'était écrit en hébreu directement, et c'était du Proust. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle a pris toutes les libertés, à mon avis, parce que je pense que c'est comme ça qu'on traduit. Parce que si on commence à se dire, ah non, ce mot-là, non, on ne peut pas. Par contre, j'aime pas du tout qu'on me dise, qu'on me fasse ce compliment, c'est comme si c'était écrit en hébreu. Non, je veux pas. Je veux garder le côté étranger. Donc, sérieusement, j'aime pas qu'on me dise, oh, c'est en hébreu. Non. Je sais, mais moi je ressens comme ça. Je ressens. Le problème, c'est qu'Edith Yeshurun est une rebelle. Aussi. Tout le monde ne peut pas être comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir cette liberté-là, se prendre cette liberté-là. Mais c'est vrai qu'on trouve ça. Ce qui est important et très spécial et vraiment extraordinaire avec Proust, c'est qu'il accompagne la vie. Moi, je sens qu'il accompagne la vie. Ça fait déjà 30 ans que je travaille, mais c'est pas tout le temps, mais quand même. Et ça donne une sorte de miroir où on se reflète soi-même, pas toujours facile, au contraire, mais c'est... Et souvent, ça donne une... Je sais pas, en fait, très souvent c'est très difficile parce qu'on découvre des choses qu'on aimerait cacher plutôt, de soi-même, pas des autres. Et ben voilà. Et c'est vraiment, ça accompagne ma vie dans tous les moments difficiles ou faciles, joyeux ou durs. Et c'est ça la grande littérature finalement. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour cette raison que j'avais choisi pour cette rencontre, en fait, vivre avec Proust. C'est vrai que quand on connaît Proust, quand on ouvre, quand on commence à lire Proust, on ne peut que cela, on ne peut que vivre avec Proust. Et lorsqu'on le traduit, alors encore plus. Et je trouve ça très exact comme titre. Oui, c'est ça, on vit avec Proust. Et on en avait parlé, enfin, on avait plusieurs reprises. Et, j'ai envie de vous poser la question. Vous êtes des lecteurs de Proust? Oui, oui, oui. Quelle est la chose qui vous retient chez lui? Qu'est-ce qui vous a attrapé? Le fait qu'il nous change. Le fait qu'il nous change. Nous sommes autres à partir de cette lecture. Comme Église a dit, je vais lui demander en quoi réside ce changement. Et cette nouvelle façon de se voir. Il y a d'autres réactions? Ouais? Ah oui, c'est super. Oui, Dafna. C'est justement Dafka, c'est justement le déroulé de la phrase très longue. Parce que ce déroulé nous donne déjà le temps qui passe. Et donc, c'est ça le temps. Le temps, il est dans la phrase. Et vice-versa. C'est là la difficulté, la première difficulté des traducteurs, en fait. Et ce temps du français, on n'en a pas un pour dire le passé, on en a, je sais pas combien. Donc, comment on fait avec ça? Les mots est plus simple. On a le Haba, le V, le H. J'ai une autre dame qui souhaiterait parler. Vas-y. Moi, ce qui m'a plu chez Proust, c'est son cynisme et son ironie. Il a beaucoup d'humour, je trouve. Quand il décrit les personnages, il les voit tels qu'ils sont, dans leur méchanceté, dans leur cruauté. Et rappelez-vous la scène de Madame de Guermantes, quand elle sort pour aller à une soirée et qu'elle rencontre Swann, qui lui annonce qu'il va mourir. Et qu'est-ce que dit Madame de Guermantes?
Elle fait semblant de ne pas comprendre, elle dit non, c'est une plaisanterie. Et puis elle s'aperçoit que ses chaussures, qu'elle a porté une robe rouge avec des chaussures noires. Et c'est ça qui la préoccupe le plus. Il faut qu'elle aille changer de chaussures. Et c'est ça, c'est qu'il décrit les gens qu'il voit avec leur cruauté et avec beaucoup d'ironie. Je trouve qu'il a une ironie extraordinaire, bien qu'il avait d'abord. Et tous ces personnages continuent à vivre, on les voit. On voit Madame Berthurin dans la société, on la reconnaît. On reconnaît tous les personnages. Ils ne sont pas morts, ils sont toujours. Voilà, ce qui me plaît. Élite ? L'humour. Merci d'avoir parlé de l'humour. C'était mon sujet de master d'ailleurs. Mais effectivement, il y a beaucoup d'humour chez Proust qu'on ne voit pas au début. On n'a pas au départ. Au départ, on a l'impression que Proust, ça fait peur. Mais j'ouvre une parenthèse, je dis comment j'ai découvert Proust. J'étais en seconde et on avait un professeur de français extraordinaire qui s'appelait Timmermans. On lui garde parfois ce professeur-là, qui nous avait distribué un extrait du Clan Verdurin, donc dans l'amour de Swann, l'extrait où Swann entre dans le Clan Verdurin, exactement ce dont vous parliez, avec cette description complètement délirante et grotesque, mais drôle, très drôle. Et nous avons ri. Voilà comment je suis rentrée dans Proust. Voilà comment, c'est une manière aussi de rentrer dans Proust, et merci à ce professeur Timmermans, cheveux blancs, là je me souviens, de nous avoir trouvé cette porte pour rentrer dans Proust. Donc on ne s'ennuie plus jamais avec. Et toi, Edith, est-ce que l'humour est apparu important dans ta lecture et dans ta traduction? Bien sûr, c'est l'humour, c'est la cruauté, je suis tout à fait d'accord. Et quand il parle par exemple de Cottard, le docteur Cottard, le médecin, qui n'a pas le temps, de voir. Enfin, et oui, bien sûr, il y a ce portrait de la société, ou ce portrait qui dessine chacun de nous est dur, évidemment, c'est pas. Et il y a un humour fou et cruauté folle. Là, je suis tout à fait. Et tu as traduit Le temps retrouvé déjà. Oui. Parce que j'avais peur. Pourquoi alors? Comment tu es passé au. Enfin, bien que lui, il ait écrit en premier en vérité, mais bon. Oui, lui, il a fait le début et la fin, il a écrit ensemble. Moi, j'ai fait Le temps retrouvé parce que, justement, j'ai fait le côté de Guermantes, comme ça, en facile, première version. Et puis, je n'avais pas envie de continuer. Et j'ai sauté à la fin. Parce que d'abord, je ne voulais pas qu'un autre le traduise. Parce que la jalousie, je la connais moi aussi. Alors j'ai fait le. Et puis après La prisonnière, maintenant je travaille sur Sodome et Gomorrhe. Oui. Chacun son nom. Très important, Sodome et Gomorrhe. Votre question, c'était quoi? En quoi c'est l'objet de Proust de la chanter? Quel était l'objectif de Proust? Proust a dit, je veux que mes lecteurs soient changés. Pas mon livre, On n'a pas entendu. Ça m'a changé. On n'a pas entendu. Changé. On n'a pas entendu. En quoi Proust m'a changé? Je ne sais pas si ça m'a changé, mais ça a ajouté une autre dimension à ma vie et à ma façon de voir les gens. Enfin, je les lis différemment. Il a élargi mon temps. Mon temps est double parce que je lis ma vie et je lis la vie des autres dans le sens que je m'arrête, je regarde, j'essaie de comprendre, c'est-à-dire finalement traduire c'est comprendre et lire c'est comprendre. Et je vois les gens comme différents. J'ai pris le grand télescope de Proust. C'est comme un dibo qui ne quitte plus. Oui. C'est un dibo ou un cadeau. Oui, Michel.
Je voulais juste dire, oui, vous avez je parle fort. Et je voulais juste dire un mot sur le travail de l'élite et sur l'hébreu. Oui. Et qui est aussi On va apparent. passer le micro qu'on a mis. S'il vous plaît, vous pouvez le dire. Donc, je voulais dire un mot sur le travail de l'élite, le travail exceptionnel sur l'hébreu. Et ce que tu as appelé que l'hébreu parle français. Mais il faut dire que pour que l'hébreu parle français, il fallait puiser dans l'hébreu des sources et des niveaux de langue qui sont tout à fait exceptionnels. Et comme j'ai lu avec beaucoup d'attention, par exemple la phrase connue dans la scène de la Madeleine, la manière qu'Élite a conjugué l'hébreu est tout à fait spéciale, comme les himot sharim. Ce sont de conjugaisons que nous connaissons pas, que nous connaissons seulement dans la poésie, mais puisque le rythme de la phrase proustienne est ainsi retenu dans l'hébreu, on est tenu par la respiration est tenue par la lecture, et que ces abréviations qui sont bibliques, mishnaïques, qui viennent vraiment du fond de la langue hébraïque, sont nécessaires, presque obligatoires dans un hébreu moderne, puisque ça sert le rythme et le déroulement, et comme une vague qui monte et descend depuis le début jusqu'à la fin. Et dans cette panoplie extraordinaire, cet éventail extraordinaire de mots, Élite, je crois, comme traductrice, si je me permets de le dire en public, a le talent de créer une langue hébraïque nouvelle. Donc c'est pas seulement que Proust parle hébreu, mais que grâce à la traduction, il y a tout un apport, tout un cadeau à la langue hébraïque, en accueillant et en s'ouvrant en même temps. Donc dans ce sens-là, cette traduction fait un travail extraordinaire de la prose hébraïque, l'ouvre, fait des possibilités de phrases aussi longues qui sont naturelles, comme si toujours le hébreu biblique parlait tout un chapitre dans une phrase, comme nous savons à tel point c'est saccadé. Donc je voulais accentuer cela, et c'est une dimension qui est un événement dans la langue hébraïque. Michal Beauvril, que nous venons d'entendre maintenant, dont je la remercie, est écrivaine, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, écrivaine de langue hébraïque. Et finalement, je me dis qu'en t'écoutant, Michal, je me dis, le traducteur est un auteur. C'est un créateur. C'est un créateur. C'est-à-dire, il va créer, en fait, le traducteur va créer, tu l'as dit, une langue magnifique. C'est un livre. Et finalement, que dit Proust dans Le Temps retrouvé? Comment est-ce que ça se finit? Chaque lecteur est lecteur de son œuvre. Oui, mais il dit aussi, il n'y a pas d'œuvre. On ne crée pas d'œuvre. On traduit. Pour être un bon écrivain, il faut prendre toutes les méthodes d'un bon traducteur. Donc voilà, nous y sommes. Oui, voilà ce que je voulais. Une question, qu'est-ce que ça m'a apporté de lire Proust? Je l'ai lu 3 fois entièrement et encore et encore. Mais effectivement, ce que ça m'a apporté, c'est que c'est le comment de l'écriture plus que le quoi. Or, il raconte des histoires à n'en plus finir, mais c'est pas ça. On peut raconter autant qu'on veut, mais s'il n'y a pas une écriture derrière, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de littérature. Pour moi, la littérature, c'est avant tout une écriture, et ça, c'est ce que ça m'a apporté en lisant Proust. C'est comme ça que j'ai compris qu'on écrivait. Merci Esther Horner aussi, grande écrivaine, et parmi nous, on est très gâtés aujourd'hui, vraiment. Très très gâtés. En français. De langue française. Israélienne, de langue française. On va. Oui.
Il y a une autre question? Une autre intervention? Si, Une petite question. Alors, entre parenthèses, je ne me souhaite qu'une bonne chose, c'est d'être un jour capable de lire La prisonnière en hébreu. J'espère que ça viendra. Non, je voulais juste vous faire part d'une lecture ancienne, mais qui est en lien avec cette conférence. Il s'agit de Mandelstam, qui traduisait, le grand poète qui était aussi traducteur. Et dans ses écrits, il y a des années, j'avais cerné un paragraphe dans lequel il parlait de son métier de traducteur, mais confronté à la traduction vers le russe. Et il disait que la plus grande difficulté, c'était de mettre en œuvre sa capacité d'auto-réfrénement. D'auto-réfrénement, à défaut de laquelle il ferait œuvre de création et non pas de traduction. Et je pense que ici, à l'inverse, dans la langue hébraïque, ce que vous avez fait, c'était à l'inverse, ne pas réfréner pour ouvrir et pour justement faire ce que vous avez fait. Et c'est merveilleux. Donc ça veut dire c'est là que j'ai vu que la traduction, elle est aussi liée à la langue dans laquelle on est. Et que le problème du russe était un problème de énorme de nombre de la richesse du vocabulaire qui n'était pas celui de la palette de l'hébreu. Voilà, c'est tout. Parce que parfois, il faut caresser l'animal à l'intérieur de la fourrure. Merci beaucoup. Alors, on a plein à dire, on va se faire plaisir, on va se dire un petit extrait de Bergotte. Un moment central, c'est vrai que La prisonnière contient énormément de moments très 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 importants, très symboliques de toute l'œuvre, de toute la recherche du temps perdu. C'est un livre vraiment essentiel. Et on y rencontre beaucoup de personnages qui déjà ont changé par rapport au début de la recherche. Et donc on s'approche peut-être vers la fin. Et puis il y a un épisode qui moi me touche beaucoup, qui est la mort de Bergotte. Un écrivain aussi à l'intérieur de la recherche. Et on va le lire. Allez-y. Si je trouve. Il mourut dans les circonstances suivantes. Une crise d'urémie assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais sa critique, ayant écrit que dans la vue de Delft, de Vermeer, prêté par le musée de la Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune, qui ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra dans l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice, et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise, ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin, la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pan de mur. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, dit-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs
rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. Cependant, la gravité de ces étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour le second. Je ne voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. Il se répétait « Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune ». Cependant, il s'abattit sur le canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu. Et revenant à l'optimisme, il se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre, pas assez cuites, ce n'est rien ». Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre, où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Il mourra jamais. Qui peut le dire? הוא מת בנסיבות שלהלן. התקף אורמיה קל למדי הביא לכך שציוו עליו מלוכה. אבל מאחר שאחד המבקרים כתב כי בנוף דלפט של ורמר, השאלת מוזיאום האג, הייתה ארוחת ציור הולנדי, ציור שאהב בכל מאודו ודימה שהיטיב להכיר, הייתה פאה קטנה של קיר צהוב, אותה לא זכר, מצוירת כל כך טוב, עד שאם תתבונן בה בנפרד, תמצא דמיון לאמנות סינית נאצלת, שיופייה עומד לעצמו. אכל ברגות כמה תפוחי אדמה, יצא ונכנס לתערוכה. כבר במדרגות הראשונות שטיפס במאמץ, נתקף סחרחורת. הוא חלף על פני ציורים אחדים, להתרשם מהצריכות ומחוסר התכלית שבאמנות כה מלאכותית, שאין היא שקולה לזרמי הרוח והשמש בארמון ונציאני, או בסתם בית על שפת הים. לבסוף, ניצב בפני הוורמר, שזכר כמזהיר יותר, אחר מכל מה שהכיר, אך בו, בזכות מאמרו של המבקר, הבחין עכשיו לראשונה בדמויות קטנות בכחול, בכל שהוא ורוד, וכן בחומריות הנדירה של פאת הקיר הקטנטנה הצהובה. הסחרחורות שלו הלכו והתעצמו. הוא תלה מבטו כילד בפרפר צהוב שאותו ינסה לתפוס בפאת הקיר הקטנה הנאצלה. כך הייתי צריך לכתוב, אמר לעצמו. ספריי האחרונים יבשים מדי. היה עליי להניח עוד כמה שכבות של צבע, להפוך את המשפט שלי נאצל לעצמו כאותה פאת קיר קטנה צהובה. בתוך כך לא נעלמה ממנו חומרת מצבו. במאזני השמיים נגלו לעיניו מוטלים על כף אחת חייו שלו, ואילו השנייה הכילה את כתם הקיר הקטן, המצויר להפליא בצהוב. הוא חש כי נמהר לתת את אלה תמורת זו. מוטב, חשב, שלא הופיע בעיתוני הערב בתור הקוריוז של התערוכה. הוא שב ואמר, פאת קיר קטנה צהובה עם גגון, כתם קטן של קיר צהוב. ובתוך כך התמוטט על ספה עגולה. בו ברגע חדל לחשוב כי כלי חייו תלויים לו מנגד. וכששבה אליו האופטימיות אמר, זה פשוט תלבול קיבה בגלל תפוחי אדמה שלא היו די מבושלים, זה לא כלום. התקף חדש הכריע אותו. הוא התגלגל מהספה, תוך שכל המבקרים והשומרים חשים אליו. הוא היה מת. מת לעולמים? מי ידע לומר? Parce que je pense que là, voilà, on va vous laisser profiter du thé, du palais du thé. Merci à Rachel Salmon encore une fois d'avoir apporté ce thé et je crois qu'il est également à la vente. Merci à la librairie du foyer de nous proposer tous ces livres. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a actuellement, et je vous le conseille,
un florilège, comme ça, énormément de livres qui sont sortis, de critiques, tous plus importants les uns que les autres, qui sont sortis en France en particulier autour de l'œuvre de Proust en raison de ce centenaire. Ça sera l'occasion peut-être d'autres rencontres. Et puis Kaiser, voilà, je ne sais pas s'il en reste, hein, parce que j'ai vu que vous les aviez déjà goûté avant, mais voilà. Merci beaucoup. Merci Élie. Vous